La 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 la. Cette histoire-là, ça a commencé d'abord par l'idée de se faire une école idéale. C'est un petit peu ça l'objet au départ. Alors qu'est-ce que ça veut dire une école idéale? Moi j'avais été à la fac, comme beaucoup de gens, et la fac, c'est soit tu as une grande rigueur, une grande organisation, une grande capacité à travailler de façon, j'allais dire, efficace, organisée, rigoureuse, soit très très vite, tu es noyé au milieu de beaucoup de personnes, c'était un peu mon cas. Bon. Et donc je ne me suis pas du tout senti dans un système comme ça où il y a 500 personnes, 400 personnes, bref. Et puis j'étais peut-être pas assez rigoureux, ni assez organisé, certainement. À partir de là, une fois que j'ai fini la fac, je me suis dit, bon, si j'ai quelque chose à faire, qu'est-ce que je ferais? Et je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Alors comment on se lance là-dedans? En rencontrant des gens qui disent on pourrait monter un cours privé. Au départ, c'est comme ça. Et puis finalement un cours privé, mais et embarquer les uns les autres. On se dit tiens, finalement c'est pas un cours privé, c'est une école. Et puis on s'est donné l'école supérieure des métiers artistiques. Au début, les logos de l'ESMA, c'était un crayon, c'était un pinceau, bref, c'était l'outil, puisqu'on était plus dans l'esprit cours privé. Et puis petit à petit, on s'est attaqué aux choses un peu plus sérieuses. 93, 94, 95, jusqu'à aller vers le cinéma d'animation en 98. À une époque où finalement il y avait très très peu d'écoles, puisque à part les Gobelins, Superfocom qui faisaient d'animation soit traditionnelle 2D, soit en 3D, il y avait très très peu d'écoles qui faisaient ça. Et à partir de là, ben, c'est aussi une rencontre. On a rencontré les gens de chez Maya. À l'époque, le logiciel était un logiciel qui était presque en jachère, puisqu'il était, il avait appartenu à une époque à Microsoft, puis revendu par Microsoft à Silicon Graphics. Bref, ils se sont retrouvés avec quelque chose en se disant, ben, c'est un super logiciel, il faut qu'on arrive à le vendre. Mais pour le vendre, il faut qu'il y ait une école. Donc, ils ont fait le tour des 2 ou 3 écoles qui étaient un peu connues à l'époque. Personne ne le voulait. Et moi, j'étais inexistant, je me suis dit, ils sont super les gars, et on va y aller. Voilà, c'est que des trucs comme ça en fait, souvent. Et à partir de là, on s'est lancé, et on a commencé à travailler comment faire un programme, comment le lancer, former pourquoi. Et très vite, le constat c'était, il faut aller chercher l'industrie, pour dire à l'industrie quels sont vos besoins, et comment nous, on peut arriver à satisfaire ces besoins. Et vous allez rire, les premiers qui ont été capables de me dire, on va vous aider, c'est les Américains. C'est un peu peut-être lié à leur culture, de dire on fait des liens avec l'éducation, avec l'enseignement, des choses plus difficiles, moins à l'époque dans les mœurs en France, certainement. Maintenant ça a changé, mais en tout cas à l'époque c'était un peu difficile. Et on a donc accepté de rentrer dans un programme qui s'appelait le programme IPAX, qui était un programme développé par Sony. 2-3 ans de travail avec eux, et on a fini par être agréé. Et c'était plus facile de faire venir un vice-président de chez Sony, donc qui s'appelait Robin Lin. Donc c'est un gars c'est un monsieur, malgré qu'il ait son Robin, c'était bon. Voilà. Et un gars qui était particulièrement sympathique et qui a accepté de venir de Los Angeles jusqu'ici pour voir des petits débutants, des petits artisans, et il nous a accompagnés pendant plusieurs années. C'était drôle, c'était la première fois d'ailleurs qu'il venait en France. Et 2-3 ans, 4 ans après, on avait très très vite progressé. Parce que chaque fois qu'il nous disait quelque chose, on écoutait, et on appliquait, et on se reposait des questions, et on changeait, etc. Je pense qu'il s'est beaucoup amusé au départ avec nous, en se disant, tiens, c'est drôle ces petits Frenchies qui nous appellent, etc. Mais bon, on n'avait rien à perdre, si ce n'est qu'ils nous disent non, c'était ça. Et à partir de là, on s'est lancé, et on a progressé très très vite, très très vite. En 2005, on a sorti un film qui a commencé à faire un joli carton, 2006-2007, et à partir de là, on a eu des prix dans plein de festivals, et chaque fois qu'on avait un prix, en fait, ou un film qui commençait à marcher, ça devenait les talons pour les étudiants et pour les enseignants. C'est-à-dire que l'objectif à atteindre, c'était celui-là. Et année après année, on progressait jusqu'à sortir des films. En fait, les générations d'avant poussaient les générations suivantes, et ainsi de suite. C'était une sorte d'émulation. On avait un modèle, et il fallait faire mieux que le modèle. Et ça, c'était assez extraordinaire. Voilà, c'est un peu comme ça que l'ESMA est devenue une des écoles, on va dire, un peu sérieuses en cinéma d'animation. Et on a appliqué. Alors, j'ai toujours voulu être enseignant. Toujours. Pourquoi j'ai fait Sciences Éco?
En fait, on fait toujours les choses par rapport à des rencontres. J'avais une prof d'éco quand j'étais au lycée, que j'ai eue en les 2 dernières années de mon lycée, donc première et terminale, une dame passionnante, qui était capable de rendre vivant l'économie. C'est drôle, hein, mais vraiment, c'est-à-dire à un moment donné, elle te parlait des choses un peu complexes quelque part, et puis, waouh. Et j'ai voulu être prof à partir de là. Et je suis allé en fac de sciences éco en grande partie à cause d'elle, en fait, ou grâce à elle. Et la fac, c'est super. C'est super pour les gens qui correspondent au profil. Moi, j'étais pas ce profil-là. Et quelque part, une fois que j'ai fini, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'a finalement le plus manqué? Qu'est-ce qui m'avait le plus plu finalement avec cette... c'était le contact. C'est les quelques profs à la fac que j'ai trouvé super. C'est cette prof-là que j'avais eue qui était magique. Voilà. Et je me suis dit, si je dois faire ce petit cours privé, pourquoi faire un cours privé dans des secteurs où il y a déjà 1 milliard de personnes? Autant aller sur des choses. Et j'ai rencontré une prof qui était une dame qui a été prof et directrice pédagogique d'ailleurs ici pendant quelques années, qui était créatrice textile. Donc qui faisait les imprimés, qui dessinait les imprimés qu'on a tous sur nos chemises, sur les vêtements, sur les tissus des voitures, sur mais même bien d'autres produits encore aujourd'hui. Et cette personne-là, c'est aussi une rencontre. C'est à un moment donné, je me suis dit, je vais aller plutôt dans ce secteur-là. Les premières sections qu'on a ouvertes ici, c'était du BTS stylisme de mode. Pendant 2 ans, on a préparé le BTS stylisme de mode en même temps que le BTS communication visuelle qui s'appelait expression visuelle à l'époque et design d'espace qui s'appelait architecture intérieure. Pendant plusieurs années, ça a été ça. Et ça a été quelque chose oui, c'est la résultante de rencontres aussi. Peut-être que si j'avais rencontré quelqu'un qui était dans un autre secteur ou une autre type de personne, peut-être qu'il n'y aurait même pas eu l'ESMA en fait. Hein. L'idée de dire je vais faire un cours privé avec des gens bien suivis, et puis avec une chose moi qui m'a toujours tenu à cœur et que alors c'est ce que je répète sans arrêt à tout le monde à l'école, c'est la bienveillance au départ. Je m'explique quand je dis ça, c'est un mot, oui. Quand tu as un étudiant ou un scolaire, quel qu'il soit, qui a des difficultés, moi j'impose, je demande, j'exige, je crie, bref, j'essaye en tout cas de les faire adhérer, mais malheureusement quand ils sont dans leur salle, je suis pas avec eux, mais j'essaie de leur faire comprendre à quel point, si tu commences par dire à quelqu'un, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, et puis là, tu pourrais faire des efforts pour mieux faire ça, ici, tu es presque arrivé, mais tu vas y arriver. La personne, elle est transportée quelque part. Et elle se sent encouragée à faire mieux. Et elle se sent presque considérée. Et le travail, le résultat, il est 10 fois plus important que si tu commences à dire t'as eu 4 fois, t'es pas bon quoi. Je dis ça à quelqu'un, finalement c'est terminé en fait. On l'a perdu. Et ça, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Alors, je suis pas avec les étudiants, je suis pas avec les profs tous les jours. Et il y a des profs qui le font naturellement parce qu'ils sont bienveillants naturellement. D'autres qui sont peut-être un petit peu moins bienveillants, certainement peut-être pas du tout d'ailleurs, hein, parce que voilà. Mais chaque fois qu'on a eu des étudiants et que on a été capable de leur dire ça, eh ben finalement ça s'est révélé être des personnes à l'arrivée bien meilleures d'un point de vue professionnel, etc. On a eu des étudiants qui étaient dyslexiques, dysgraphiques, dys quelque chose. Ces gens-là, ils étaient dans un système scolaire où sans arrêt, ils n'y arrivaient pas. Pendant très longtemps, voire même on ne détectait pas cette dysgraphie. Et on mettait ces gens-là sur une voie presque d'échec, parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas bons. On ne pouvait pas imaginer que peut-être ils avaient un problème, parce qu'ils ne pensaient pas de la même façon, que leur cerveau ne fonctionnait pas de la même façon. Ça n'en faisait pas des imbéciles, ni des gens qui étaient voués à être des incompétents, etc. Aujourd'hui, d'un coup, on dit « Ah mais il faut les prendre en considération, il faut les aider, etc. » Et là, nous, à l'école, à l'époque, on ne savait même pas ce que ça s'appelait, comment ça s'appelait, en 92, 93. Je prenais des gens qui étaient dyslexiques et qui arrivaient avec un niveau qui était très faible dans certaines matières, mais une vraie envie. Aujourd'hui, si je vous sors les pédigrés de ces gens-là professionnellement, on dira, mais c'est pas possible, il est directeur de ce studio, il est responsable de ça, il est superviseur. Ben oui. Mais juste on leur a donné confiance en eux et on leur a dit,
les critères qui sont des critères qui vous ont peut-être pas fonctionné pendant un certain nombre d'années, parce que, bah, en réalité, une fois que vous allez trouver votre voie et que vous allez être encouragé, vous allez arriver à faire des choses extraordinaires. Voilà. C'est juste des petites choses. Pour moi, c'est ça le job. C'est le vrai job, il est là. C'est accompagner les gens, les aider à être meilleurs. Voilà. C'est ça donc, une école idéale, c'est ça une école idéale. Après, on n'est pas, on est perfectible, il y a des choses qu'il faut corriger, améliorer, etc. Mais avec nos petits moyens, avec beaucoup d'envie, finalement, dans les classements, on est dans l'élite des écoles d'animation. Dans les taux de réussite, quand on présentait les BDS, on était à 90, 95, 100%, avec des étudiants qui avaient certainement aucune chance d'être pris dans le public. Et pourtant, ils y arrivaient. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on leur disait qu'ils étaient capables d'y arriver, peut-être parce qu'on leur disait que finalement, on allait être avec eux, etc. Nos étudiants sont devenus aujourd'hui des gens qui occupent des postes dans presque tous les studios et qui gardent un lien avec nous qui est extraordinaire. Ce lien-là, ils l'ont gardé parce que nous avons été aussi bienveillants avec eux, que nous avons travaillé avec eux, qu'on les a aidés à grandir, mais qui nous ont aussi aidés à grandir. Voilà, c'est ça, pour moi, le résultat. C'est pas autre chose. Et non, c'est ça l'école idéale. Il y a quelques années, j'avais discuté avec un inspecteur pédagogique, une personne. Elle me disait, les étudiants sont pas mauvais, c'est les profs qui sont mauvais. Et j'avais trouvé ça très violent. Parce que, en fait, c'est blanc ou noir. C'est pas blanc ou noir. Les étudiants sont pas mauvais, les professeurs sont mauvais. Non. Il y a des bons professeurs, il y a des bons étudiants, il y a des mauvais étudiants et il y a des mauvais professeurs. C'est toujours des nuances de gris quelque part. Nous, on fait éclore des talents. Oui, bien sûr. On les accompagne, on les fait grandir. Ça, c'est vrai. On prend des étudiants qui arrivent après le bac, qui ont des grosses envies, des grosses motivations, et puis on les accompagne et on les fait grandir. Oui. Certains vont devenir des vrais demain personnels talentueux dans des grands studios, occuper des postes super importants, etc. Et d'autres moins. Mais on est responsable de l'un et de l'autre. On est capable d'avoir accompagné les deux. Et de temps en temps, il y en a qui sont devenus des vrais talents. Et pour moi, j'ai autant de respect pour celui qui va faire le job que pour celui qui va être vraiment talentueux et qui va être à un moment donné, il a fait les trucs de Star Wars, il a travaillé sur Avengers, ok. Mais dans tous les produits, on a besoin de gens qui sont aussi efficaces là que là. Il y en a qui effectivement ont peut-être ce petit truc en plus, mais on les accompagne tous de la même façon. Et certains, effectivement, vont éclore, mais on ne révèle pas les talents. On les accompagne à grandir. Je pense qu'un étudiant qui arrive ici, il a déjà les germes de ce qu'il sera demain, avant même de rentrer dans l'école. C'est trop prétentieux, et je pense complètement faux, de dire « Ah non, ils sont venus à l'école, c'est devenu des... » Non. On les a aidés à grandir. On leur a donné des compétences, on leur a donné de la rigueur, on leur a donné de l'accompagnement, de la bienveillance, on leur a donné confiance en eux, et ils se révèlent. C'est vrai, il y en a d'autres, effectivement, qui des fois sont pas bons. Et de temps en temps, ils ont un peu les boules parce qu'on leur dit qu'ils sont pas bons et qu'il faut pas qu'ils restent chez nous parce qu'ils n'y arriveront pas. Ça, c'est vrai aussi, hein. De temps en temps, il y a des gens qui nous aiment pas parce qu'on leur a dit ça et qu'on leur a cassé leurs rêves. Bon. Un vaste débat, tout ça. Mais je pense que là aussi, c'est pour avoir assisté à des conseils de classe au grand nombre, je crois qu'avant de dire à un étudiant qu'il n'est pas fait pour ça, toujours parce qu'il n'y a aucune certitude sur les choses, on essaye de se... J'ai vu des fois des débats pour un étudiant qui durait 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Et encore, on n'était pas d'accord et donc on partait, le lendemain, ils en rediscutaient. Parce que dire à quelqu'un qui n'est pas fait pour ça, c'est vachement une responsabilité énorme. C'est pas... Tu peux pas dire à quelqu'un, non, c'est bon, tu n'y arriveras pas. Parce que là aussi, j'ai quelques exemples d'étudiants à qui on a dit en fin de deuxième année ou en fin de troisième année, tu n'y arriveras pas, et qui ont fait des jobs là-dedans. Donc, quand tu vois ça,
Tu te dis, soit tu es un abruti et tu es borné et tu es persuadé que tu as un truc, que tu refuses de voir, soit tu te dis, bah, peut-être qu'on n'a pas été complètement... Alors, c'est pas beaucoup de cas, c'est quelques cas, mais même un, même deux, ça suffit finalement pour que tu te dises, bon, ben voilà, on s'est trompé. Donc, voilà. Donc, avoir un jugement sur les gens, il y a quelques années, très très longtemps, tout au début, on avait une fille à l'école qui s'appelait Ambre Morin. Ambre Morin, c'était une fille. Dans ce milieu de geek, parce que c'était ça, hein, les premières années, hein, il faut remettre en perspective, en 98, tous ceux qui allaient dans ces milieux-là, ou qui espéraient aller dans ce milieu-là, c'était des mecs capables de démonter un ordinateur à main nue et les yeux bandés. C'est à peu près ça. Et bon, des bourrins, pour beaucoup, pas tous, mais quelques-uns bourrins. Non, il faut appeler un chat. Et les filles, c'était presque fait pour porter le café. Bon. Et puis un jour, je me suis opposé à mon équipe pédagogique et j'ai dit non, Ambre Morin, elle va redoubler. Il ne voulait pas qu'elle redouble. Moi, j'ai dit, elle va redoubler, je vais lui offrir l'année, elle va redoubler et elle va y arriver. Et si on ne fait pas ça, nous, si on n'encourage pas les filles à rester dans la filière sous prétexte qu'elles ne sont pas aussi bonnes que les mecs sur l'informatique, on n'aura jamais ce milieu qui se féminisera. Et pourquoi ? Parce que les critères qui permettent de passer, c'est « Ah, il faut être bon en informatique ». Mais les autres critères, la sensibilité artistique, la créativité, finalement, vous leur donnez zéro valeur. Puisque vous dites « Ah non, non, il n'y a que l'informatique qui fait que… ». Donc on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a rendu le même coefficient pour toutes les matières. Donc les notes, la moyenne à l'arrivée pour le passage. Si tu étais bon en dessin, bon en analyse d'image, bon en histoire de l'art, bon, ben, tu avais des bonnes notes. Et c'est pas grave si tu n'étais pas très bon en animation, en modélisation. Puisque tout était au coefficient identique. Et quand l'étudiant avait 12 ou 13, tu peux pas ne pas faire passer un étudiant qui a 12 ou 13. Et donc moi je mettais mon veto, je disais non, 12 ou 13, elle a la moyenne. Ah, mais elle n'y arrivera pas, etc. Non, elle va y arriver. Peut-être plus difficilement parce que on demande des compétences informatiques qu'elles ne connaissent pas alors que les autres ils ont été geeks dès le départ, mais ils vont y arriver. Elles vont y arriver. Et puis, la petite Ambre Morin, qui avait en plus le malheur d'être une fille blonde, c'est entre nous là, subissait, je dis toutes les critiques, toutes les bêtises qu'on peut éventuellement. Donc elle a redoublé, elle a galéré, personne ne voulait bosser avec elle sur le film de fin d'études, ça a été difficile, bon. Mais elle est arrivée, aujourd'hui elle est patronne dans un studio, c'est elle qui recrute, et pas des petits studios. Elle a été dans presque tous les gros studios, et elle a fini superviseur dans quasiment tous les gros studios. Ah, drôle, hein? Parce que finalement, cette Ambre Morin, moi, elle m'a marqué, je me souviens, ça fait 18 ans, j'ai encore son nom et son prénom, parce que pour moi, c'était un symbole. Il fallait qu'on puisse, à un moment donné, accompagner et féminiser. Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question, les meilleures étudiantes, c'est des filles, les meilleurs étudiants ou étudiantes, c'est des filles aujourd'hui à l'école. Allez, j'exagère, mais sur 10, il y en a 6 ou 7 qui sont des filles. Sur 10, les 10 meilleurs étudiants, plus de la moitié, c'est des filles. Plus personne ne se pose de questions aujourd'hui. Depuis quelques années, bien sûr. Mais en 98, 2000, 2001, etc., on se posait des questions. Et on a poussé. Alors, on n'a pas été... on n'a pas fait comment on appelle ça, la discrimination positive, mais pas loin. C'est vrai, en rendant des matières, mais en fait, on a juste anticipé un métier qui évoluait, en quelque part. C'est pas autre chose. Et les studios, les premiers, quand ils ont commencé à voir les filles, parce que je pense qu'on ne devait peut-être pas être les seuls à avoir cette même envie, quand les studios ont commencé à avoir des filles arriver et finalement à être très compétentes, ben ils se sont dit, c'est super. Est-ce que c'est important de démonter un ordinateur à main nue ? Est-ce que c'est important de connaître les caractéristiques techniques de tout ce qu'il y a dans ton ordinateur ? Aujourd'hui, tout le monde rigole. Tout le monde va se dire, mais c'est un outil. Tu peux être un bon pilote sans savoir réparer ton moteur. Tu peux être un bon dans plein de domaines sans être le spécialiste de la technique. Il y a des gens qui vont être des techniciens, qui vont venir te réparer l'ordinateur, qui vont te faire les réseaux pour que ça marche, c'est leur job.
toi, on te demande d'être un créatif, d'être quelqu'un qui a une valeur ajoutée créative dans un métier industriel, l'entertainment, le cinéma, le jeu vidéo, la pub, etc. Ce qu'on te demande, c'est d'être un bon créatif, pas d'être un bon technicien. Et aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. Mais en 2000, 2001, 2002, 2003, et même un peu quelques années après, ça s'est estompé doucement. Mais grâce à des filles comme Ambre Morin, qui aujourd'hui, dernière nouvelle, je crois qu'elle est à New York, mais bon, peut-être, il faudrait regarder ça sur LinkedIn. Donc voilà. Et elle a fait plein de studios, elle a bossé en Australie, à Chainwave, bref, elle a bossé chez Digital Domain, elle a bossé partout. Elle a bossé dans plein de studios. Et aujourd'hui, et des années après, quand elle a commencé, elle a été très vite, elle a grimpé très vite. Et quand il y avait des étudiants qui étaient un peu bourrins, je leur racontais, et je racontais à mes profs chaque année d'ailleurs, maintenant je leur raconte plus, mais bon, je leur racontais l'exemple de Ambre Morin. Et je leur disais, vous vous souvenez Ambre Morin, si j'avais pas posé mon veto et que je vous avais dit elle passe et que c'est comme ça et ce sera pas autrement, vous l'auriez viré. Et aujourd'hui, quand Ambre Morin elle est dans tel studio et qu'elle recrute des étudiants, vous avez juste oublié que, voilà, c'est ça, le rôle de l'éducation, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit accompagner les changements aussi de société, dans nos métiers, bien entendu, avec nos petits moyens, et finalement, notre petite influence, mais c'est avec nos petites influences qu'on finit par faire des changements, en fait, C'est chacun avec son petit truc qui dit, tiens, voilà, hop, je vais, et aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. Qui va se dire aujourd'hui, non, une femme, animatrice, la moitié de nos profs aujourd'hui, c'est des femmes. Plus personne ne se pose la question. Si de temps en temps, t'as un truc comme... Il y a des restes. La 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 la.